Camarades radioamateurs ou amis amateurs de radio, bonjour à vous. 14 Mike Delta 30, l'opérateur Pascal, QTH Nîmes. Je vous présente aujourd'hui un poste CB Galaxy Pluto que je viens de modifier avec un VFO DDS. Le calage en fréquence sur cette platine est généralement difficile car il faut beaucoup de précision angulaire quand on ajuste les trimmers avec un tournevis à magnétique. J'ai donc décidé de le convertir en DDS, essentiellement pour gagner en souplesse d'emploi et aussi pour la précision du calage en fréquence. Ce poste est propre, il méritait bien un coup de jeune en prenant soin bien évidemment de conserver ce fréquence-mètre qui occupe la plus grande partie de la façade. Alors, ce poste dispose d'un sélecteur de bande à 6 positions. Après modification en DDS, cette commande ne sert évidemment plus, donc ce sélecteur peut par exemple être utilisé comme un sélecteur de mode de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que l'on va mettre sur chaque position? Là, comme ça, au premier abord, on n'en sait rien, mais c'est le point de départ de la réflexion pour la modification des DS et essayer de tirer le meilleur parti de toutes les commandes disponibles. Le premier mode, c'est ce que j'appelle le mode plan de fréquence en position A. Ce mode permet d'exploiter une liste de fréquences en mémoire. On sélectionne une fréquence dans la liste et on peut immédiatement trafiquer sur cette fréquence avec le type de modulation choisi et les décalages tune et clarifieur éventuellement définis sur les commandes en façade. C'est un mode simpliste, jusqu'à 9 fréquences en mémoire. L'idée, c'est d'avoir une solution très simple pour se caler sur une fréquence qui a été convenue au départ. Le tableau de fréquence est évidemment modifiable, nous le verrons plus loin, et rechargé au démarrage du poste. Alors ce mode plan de fréquence répondra à certains besoins, mais en pratique, je ressens toujours pour ma part le besoin de voir la fréquence et de pouvoir la modifier très simplement, le plus vite possible, sans nécessairement la mémoriser quelque part. Donc dans tous les cas, pour moi, même si ce tableau existe, un mode VFO pur est absolument indispensable. En fait, j'ai retenu plusieurs modes VFO vu le nombre de positions qui sont disponibles sur le sélecteur de bande. Donc chaque mode VFO a son pas d'incrémentation particulier. Le sélecteur de bande dispose au total de 6 positions. Il y en a une qui a été retenue pour le mode plan de fréquence. Les autres positions sont utilisées pour des modes VFO. Cette solution est intéressante car elle évite les commandes, on appelle ça les commandes multiplexées ou bien séquentielles. Dans un cas comme dans l'autre, soit c'est complexe à utiliser, soit c'est lourd à utiliser. Donc cette solution-là me plaît beaucoup parce que en une commande, on choisit le mode dans lequel on veut travailler avec le pas dans lequel on veut travailler. Alors comment ça se passe de manière pratique? Là nous étions en plan de fréquence. On passe en mode VFO avec un écran qui est différent. La position Bravo nous donne un mode VFO avec un pas d'incrémentation de 50 kHz. Charlie nous donnera 5 kHz d'incrémentation. Delta 500 Hz. Et puisqu'on avait encore une position disponible, je suis allé
jusqu'à pouvoir régler à 50 Hz près. Donc observez cet écran VFO. La première valeur en haut à gauche, c'est l'index de la fréquence dans le plan de fréquence, parce que nous allons voir qu'il y a interaction entre les modes VFO et les modes plan de fréquence. Le deuxième affichage, c'est tout simplement le U de USB. On pourra avoir A de AM ou bien L de LSB. En dessous, la bande CB, le canal CB et le décalage par rapport au canal CB. Donc on va parcourir du... Je vais revenir à ça. Voilà. On se met sur la position C, donc avec un incrément de 5 kHz. Là, on est exactement sur une combinaison CB avec des plus 5 et plus 10 automatiques. Je vous laisse regarder tranquillement les valeurs. Voilà. Donc, dans ce mode d'affichage, on met en plus gros la bande CB, le canal CB et le décalage en plus 5, plus 10 ou plus 15 selon l'endroit où on se trouve dans les canaux CB. En dessous, la fréquence avec tous ces digits, parce que nous le comprendrons plus tard, c'était nécessaire. Ceux qui me suivent, ils sont habitués. Je mets en place systématiquement ce genre de commutation VFO-A, VFO-B dans tous mes postes. L'intérêt principal, c'est de pouvoir pré-régler deux fréquences sans forcément s'embêter à les enregistrer, et cela de façon à pouvoir basculer d'une fréquence à l'autre en moins d'une seconde. Dans ce poste-là, je bascule du VFO-A au VFO-B par le bouton plus 10 kHz, qui est rendu disponible par la modification des DS. Il n'a plus d'utilité, donc on s'en sert au mieux. Et donc, on bascule de une fréquence à l'autre, juste en basculant ce commutateur. Alors, habituellement, j'affiche un A ou un B. Cette fois-ci, j'affiche en haut de l'écran le 1 ou le 2, tout simplement parce que pour garder une logique d'exploitation très simple et un programme pas trop lourd, j'ai fait correspondre le VFO-A habituel à la mémoire numéro 1 du tableau du plan de fréquence et le VFO-B à la mémoire numéro 2. Voilà, la petite technique du VFO-AB que je tiens à cœur. Quand je voudrais jouer avec les autres mémoires, c'est très simple, j'irai me remettre en plan de fréquence. En dehors de ça, ma position généralement utilisée par défaut, ce sera plutôt celle du plus 5, donc la position Charlie. Et ça répondra à au moins 80% de mes besoins. La dernière position du sélecteur de bande permet d'ajuster la calibration du DDS. Le décalage est exprimé en Hz et peut être corrigé au pas de 10 Hz ou, pour les plus pointilleux, au pas de 1 Hz en appuyant sur le rotateur en même temps que l'on tourne. Bien sûr, ce genre de réglage ne doit être faisable que lorsqu'on est conscient de ce que l'on fait. Une solution simple, et c'est celle que j'ai retenue, consiste à autoriser la modification uniquement quand on est dans un mode administration. Et ce mode d'administration, on y entre quand on démarre le poste en appuyant sur le rotateur. Pour l'instant, le fait de tourner le rotateur n'a aucun effet. J'arrête le poste. Je démarre le poste en appuyant sur le rotateur et on
on a la possibilité de modifier la valeur au pas de 10 Hz ou, si j'appuie sur le rotateur, au pas de 1 Hz. Démonstration de la procédure de calibration. Ce que l'on entend en arrière-plan, c'est le récepteur SDR que je consulte avec un PC juste à côté, qui est réglé sur 27540 en USB. Et donc, je passe en émission, on va entendre d'une part le sifflet que je veux faire et également ce que va entendre le récepteur. On est bien calé. Maintenant, je vais volontairement décaler l'appareil en le démarrant en mode administration. Ok. C'est plus grave. Il faut que je monte. Donc que je descende la fréquence. Voilà, on est pas mal. Lorsque on revient sur une position mode VFO, les données sont enregistrées en mémoire. Fin de configuration. J'aurais pu appliquer la logique inverse. Émettre avec le plus tôt et plutôt m'écouter sur un récepteur calibré, ou bien écouter avec le plutôt et plutôt émettre avec un émetteur calibré. Je vais arrêter plutôt de vous embrouiller en passant au plutôt à d'autres fonctions bien utiles sur ce plutôt. Pour la puissance et le ROS, ce châssis possède déjà une carte qui fournit une fraction des deux tensions directes et réfléchies sur la sortie antenne. Donc le logiciel acquiert ces deux informations, en calcule les puissances correspondantes et en déduit également le ROS. Évidemment, ce traitement n'est fait que lorsqu'on est en émission. Je vois essentiellement deux intérêts principaux à partir du moment où on a déjà cette capacité dans le poste. Essentiellement, la surveillance systématique, parce que dès lors qu'on va passer en émission, on affichera les informations. Et si ces informations sont affichées, elles permettront très simplement, systématiquement, de vérifier la cohérence en puissance et la valeur de ROS à tout instant. L'autre point positif, à mes yeux, c'est que on n'a plus besoin de faire un contrôle régulier avec une mesure manuelle de calibration. Donc, ça veut dire que le potentiomètre de calibration SWR, ici, sera moins souvent utilisé, pourrait être utilisé à autre chose. Et si on voulait vraiment gagner en nombre de commandes sur cette façade, on pourrait gagner un potentiomètre et puis au moins une commutation, voire deux. C'était pas mon but. On s'arrête là. Alors, tout de même, un peu de prudence. J'attire votre attention sur une règle de bon sens. Ce dispositif n'est pas un appareil de mesure de laboratoire. Son intérêt, c'est surtout d'alerter s'il y a une dégradation possible de la station. 1, 2, 3. Donc là, la mesure n'est pas encore calibrée, l'installation n'est pas maîtrisée d'ailleurs, l'antenne est en condition dégradée, donc je ferai une partie démonstration avec un environnement normal.
côté tune et clarifieur. Donc, je ne reçois pas de station en ce moment. On refera ça avec un peu de propagation ou avec la possibilité d'émettre peut-être en remote, on verra. Il y aura une séquence à la fin de cette vidéo. Mais ça ne m'empêche pas de présenter le fonctionnement de base. Le fonctionnement de base se résume ainsi. Le potentiomètre de Course, qui est la plus grosse galette, est utilisé comme tune, c'est-à-dire qu'il agira en émission et en réception. Le potentiomètre de Fine, donc le potentiomètre central, lui sera utilisé comme clarifieur. Alors bien évidemment, si je bascule le Coarse et le Fine, le décalage complet est la somme des deux décalages. Et on voit ce décalage sur l'affichage en dernière ligne. Donc on a une excursion qui doit être à peu près de plus ou moins, donc voilà, pratiquement 6 kHz, vous voyez. Voilà. Comment ça se fait qu'il est bancal? Ok, voilà. J'espère que vous voyez encore. Oui. Voilà, donc, pardon. Je suis sauté un temps. Voilà. Donc le tune, le clarifieur, je crois que l'excursion est nettement... Ben non, c'est pareil, même valeur. Plus ou moins 6 kHz. Donc ça, il y aurait moyen de l'ajuster. Dès lors qu'on a assez de précision, c'est pas la peine non plus de chercher quelque chose de trop limité, ni d'hyper précis. L'objectif, c'est de clarifier une émission qui est le plus souvent un peu décalée, c'est quand même pas tous les jours, bien que sur la bande des 10 mètres, ça peut être très très utile. Alors, petit test en réception. Voilà, en réception, les deux contrôles sont efficaces. Voilà, pour finir, le fréquence-mètre, que je n'ai pas voulu afficher jusque maintenant. Son interrupteur d'activation est resté intact, parce que la luminosité peut être gênante dans certains cas, donc je verrai à l'utilisation si c'est stupide ou pas, s'il n'y a pas mieux à faire avec cet interrupteur. C'est les heures de trafic qui aideront à faire ce choix. Ce fréquence-mètre, c'est donc le fréquence-mètre d'origine, qui est parfaitement synchrone avec le VFO. Alors il y a un petit décalage de moins d'une seconde pour la mesure. C'est assez cohérent. Voilà, donc c'est une solution pour afficher en grand ce qui figure en bas, mais évidemment sans les digits des Hertz, 10 Hertz, centaines de Hertz. Mais bon, c'est quelque chose de assez pratique et puis joli à regarder, tout simplement. Voilà, donc il a fallu que je le règle, il était légèrement décalé, en particulier en LSB. Bon, voilà, c'est une solution pour garder intacte la façade, sans trop dénaturer l'esprit du poste, et puis avoir un affichage sympathique. Je trouve que c'est même par rapport à mes autres postes DDS, un gros plus, même si cela peut sembler futile. Bien, nous nous retrouvons pour un test en mode trafic avec un environnement maîtrisé. Une petite description rapide de
l'environnement et de l'objectif. Donc on a vu la présentation des différentes fonctions. On ne les a pas vu fonctionner sur des signaux normaux, ni avec une antenne correcte, etc. Donc, l'objectif c'est de passer en émission et d'éprouver la réception. Et puisque je n'ai pas de trafic ce soir, on va utiliser le Pluto, un Pacific 4 modifié DDS qui travaillera sur charge effective, et puis le WebSDR qui va me servir d'étalon pour confirmer le calage en fréquence. Donc vérifions déjà le calage en fréquence. J'active la réception. On est calé sur 27505 sur les deux postes. Ok, on a une erreur inférieure à 10 Hz. Une légère erreur, mais inférieure à 10 Hz. Du côté du Pluto, on est totalement décalé. Et c'est parce que j'étais en LSB. Passe en USB. Lui est encore mieux calé. Donc, le WebSDR va confirmer qu'on a été calé sur les deux postes, en tout cas suffisamment calé. Je vais peut-être en profiter pour corriger le Pacific très rapidement. Voilà. Il est un petit peu haut. Ok. On va s'arrêter là. Donc, fin de calibration pour les deux postes. On s'arrête là. Et on travaille entre ces deux postes-là. La réception sur chaque. Ici, nous sommes sur charge à gauche. Maintenant, sur antenne réelle. Je reviens sur charge. Donc, même fréquence sur les deux postes. Voilà. Maintenant, même fréquence sur les deux postes. 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2. C'est parfaitement symétrique, tout va très bien. Du côté du Pluto, 1, 2, 3. avec une antenne ou une charge digne de ce nom, la mesure de puissance et de Ross est nettement plus cohérente. Je rappelle que ce n'est qu'une mesure approximative. Qui doit suffire pour lever le doute et réagir en cas de doute. Fonctionnement du tune et du clarifieur. Donc là je me focalise sur le Pluto. Pour l'instant on est à 0,0, les deux index sont parfaitement dans la zone neutre, et la fréquence exacte affichée est bien 505.000. Je décale de 300 Hz. On constate que le Pacifique reçoit à une fréquence différente. Et il faut que sur le Pacifique, je corrige la réception pour compenser le décalage. 1, 2, 3. Donc le tune agit bien en émission. En revanche, je vais remettre le tune à 0.
et je décale le clarifieur. 1, 2, 3. 1, 2, 3, on est exactement calé. Donc le clarifieur n'est pas pris en compte à l'émission. En revanche, on va confirmer que le clarifieur est bien pris en compte à la réception. Cette fois-ci, j'émets sur le Pacifique. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Voilà le fonctionnement du tune et du clarifieur avec les deux possibilités. Dommage que je ne puisse pas vous faire écouter une station digne de ce nom. J'ai une très courte vidéo, mais en ce moment il n'y a pas tellement de propagation. J'ajouterai ça si jamais j'ai l'occasion. Je dois avoir une toute petite séquence avec des signaux normaux. Allez, j'arrête là. 73 à tous. Voilà pour conclure sur cette modification DDS. Je vais balancer toutes mes idées sur une dernière diapo et puis je vous donne les 73 à tous. À très bientôt.